Bon, bonjour à tous et à tous, ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer. Alors, je vais revenir très brièvement sur le contexte, puisque Sylvie Cromer a déjà eu l'occasion de vous en faire part plus tôt dans la matinée. Donc, on se trouve évidemment dans un contexte international. Ce qu'on vous explique aujourd'hui, ça ne se passe pas que ici, en Belgique et en Fédération Wallonie-Bruxelles, mais c'est quelque chose que l'on retrouve évidemment dans le monde entier. Déjà, donc, à partir de 1979, et déjà avant, mais de manière plus spécifique au niveau international, l'UNESCO, les Nations Unies, le Conseil de l'Europe, le Conseil européen, la Commission européenne ont commencé à s'inquiéter vraiment de la question des stéréotypes sexistes, spécifiquement dans les manuels scolaires, et à émettre différentes réglementations, différentes recommandations sur la question. Plus précisément, en 1985, le Conseil européen des ministres de l'Éducation, dans son programme d'action pour l'égalité des chances des jeunes filles et des garçons, disait explicitement vouloir éliminer les stéréotypes sexistes persistants dans les manuels scolaires. Alors cette déclaration a permis notamment de financer plusieurs projets dans différents pays de l'Union européenne. Donc en 85, 86, 87, on va voir émerger plusieurs projets. D'ailleurs, des projets français qui ont été mentionnés ce matin l'ont été dans ce cadre-là. Et puis pendant 20 ans, plus rien. Vraiment, là, en Fédération Wallonie-Bruxelles, on a constaté que plus rien ne s'était passé jusqu'en 2005. En 2005, qu'est-ce qu'on voit? Le contrat pour l'école et le programme d'action gouvernemental pour la promotion de l'égalité femmes-hommes, de l'interculturalité et de l'inclusion sociale. Et là, au niveau politique, ces deux projets, ces deux programmes reprennent la question de l'égalité garçons-filles, tant dans l'enseignement que dans les manuels au niveau des stéréotypes. On voit donc qu'il y a des volontés politiques, mais sur le terrain, on constate que les stéréotypes liés au sexe sont toujours présents dans les manuels scolaires. Donc on vous l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas évidemment que dans les manuels scolaires, et les manuels ne sont pas seuls responsables du fait que les stéréotypes perdurent. On retrouve les stéréotypes dans les médias, dans les jeux vidéo, dans la littérature enfantine, vraiment partout. On le reproduit de manière complètement inconsciente. On commence aussi à comprendre que ces stéréotypes ont un impact sur les élèves, notamment au niveau de l'estime de soi, au niveau de certains comportements sexués qui vont être plus valorisés ou moins valorisés, au niveau de l'orientation scolaire. On a déjà eu l'occasion de vous parler de tout ça ce matin. Et surtout, on constate qu'il y a vraiment une difficulté, tant du chef de l'inspection scolaire, tant du fait des éditeurs, que du fait des enseignants, des futurs enseignants, à détecter en fait les stéréotypes sexistes qui existent au sein des manuels. Donc nous, en tant que direction de l'égalité des chances, on s'est positionné dans ce cadre-là, en se disant il faut absolument qu'on trouve un moyen de pouvoir développer l'esprit critique de tous ces différents acteurs de la chaîne du manuel et du secteur éducatif. On a commencé à travailler sur ce projet en 2006. Donc en 2006, qu'est-ce qui s'est passé en Fédération Wallonie-Bruxelles? Il y a eu un décret relatif à l'agrément de manuels scolaires, de logiciels scolaires et d'autres outils pédagogiques au sein des établissements d'enseignement obligatoire. Donc il faut bien préciser que cet agrément n'est pas un label. Ça ne veut pas dire que les manuels qui reçoivent cet agrément sont des bons manuels qui remplissent toutes les qualités. Ça veut simplement dire qu'ils ont reçu un agrément indicatif de conformité. Ça veut dire qu'ils n'enfreignent pas la loi et donc qu'ils sont conformes aux différents prescrits légaux. C'est très très important de dire ça parce qu'on confond très souvent agrément des manuels scolaires et labellisation. Alors quels sont ces prescrits légaux? Bon, évidemment, il y a les socles de compétences et les programmes scolaires. Et nous, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est évidemment la conformité aux lois antidiscrimination. Alors, vous verrez sur le PowerPoint là que la majorité des lois auxquelles font référence le décret de 2006 ont en fait été abrogées. Il faut dire que ces 5-6 dernières années, les lois antidiscrimination ont beaucoup évolué, se sont harmonisées. Et aujourd'hui, en Fédération Wallonie-Bruxelles, nous avons un décret qui s'applique notamment à l'enseignement, mais aussi évidemment à toutes les compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc en 2007, nous avons proposé de créer un manuel de détection des stéréotypes sexistes à l'usage tant des enseignants que des inspecteurs, inspectrices,
que des éditeurs, des éditrices, des auteurs, des équipes ou des services pédagogiques, des pouvoirs organisateurs, et en fait vraiment donc de toute institution ou organisation publique ou privée qui développe des actions dans le domaine de l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et à partir de septembre 2008, nous avons créé un groupe de travail avec une dizaine d'inspecteurs et d'inspectrices, dont beaucoup sont ici dans la salle. Et nous avons commencé petit à petit à travailler. Alors évidemment, ça a pris pas mal de temps, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une difficulté vraiment dans le chef de la majorité des acteurs à détecter déjà ces stéréotypes. Donc on a d'abord fait un travail de partage d'informations avec les inspecteurs et les inspectrices avec qui nous travaillons. Et petit à petit, on a échangé des points de vue, on a échangé des expériences sur la thématique, on est allé voir un peu qu'est-ce qui se passait à l'étranger. On a fait venir des chercheurs, notamment Sylvie, pour qu'elle nous explique un peu comment elle avait travaillé. On a fait aussi venir la HALD en France, qui avait travaillé non seulement sur l'égalité des sexes dans les manuels scolaires, mais aussi sur d'autres formes de discrimination, le handicap, l'homophobie. Et petit à petit, on a développé un cahier des charges où nous avons déterminé le public cible que je vous ai déjà mentionné tout à l'heure. On a bien pris en compte le fait que cet agrément n'était pas un label. On a décidé qu'on voulait que ça soit vraiment un outil pratique. Donc, il faut savoir que quand les inspecteurs remettent un avis qui ensuite passe à la commission de pilotage, ils ont évidemment beaucoup de manuels à voir. Donc, ils ne peuvent pas passer des dizaines d'heures sur un manuel à compter le nombre de personnages masculins ou féminins, à compter les différents attributs qu'on leur donne ou qu'on ne leur donne pas. Il fallait que ça soit un outil pratique. Il fallait qu'on puisse en fait créer un outil qui permettrait de développer chez eux une sorte de déclic. Alors évidemment, l'idéal, c'est de pouvoir avoir tous les acteurs du manuel en formation pendant 2 jours, et puis de recommencer cette formation 15 jours après pour être sûr que ça soit bien intégré. Et ça, malheureusement, ce n'est pas encore possible, nous ne désespérons pas. Et donc, nous avons créé cet outil pratique. On l'a créé aussi en lien avec la grille de lecture qui est utilisée dans le cadre de l'agrément. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi intéressant, évidemment, puisque nous voulons toucher les maisons d'édition. On travaille avec les mêmes outils. Donc sachez, messieurs et madame les éditeurs et les éditrices, que vos manuels, quand ils sont scannés aujourd'hui par les inspecteurs et les inspectrices et par la commission de pilotage, c'est avec cette même grille. Et évidemment, on voulait que ça soit illustratif. On voulait prendre beaucoup d'exemples. Donc vous allez voir dans l'outil qui vous sera distribué tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'exemples. C'est pour ça qu'il est épais. Parce qu'on voulait justement éviter ce qui s'est passé tout à l'heure avec 1 ou 2 illustrations. On voulait vous montrer que ce n'est pas donc 1 ou 2 manuels et que ce n'est pas un cas exceptionnel. On voulait vous montrer que c'est vraiment généralisé. Et on voulait aussi vous montrer qu'il y a moyen de faire. Quand on cherche, on trouve. Et on vous montrera d'ailleurs, Déborah vous montrera des manuels où on a trouvé beaucoup d'inégalités et des manuels où on a trouvé beaucoup d'égalités. Tu peux avancer, Audrey. Voilà. Donc, l'objectif de cette publication, c'est vraiment de montrer et d'exemplifier. Alors, on s'est basé sur les dernières études réalisées. Vous allez voir que dans le manuel, on reprend en synthèse chaque fois un petit paragraphe de présentation avec les références. Pour si vous êtes intéressé, vous pouvez aller les retrouver sur Internet. On reprend toutes ces dernières études qui ont été réalisées, pas dans les années 70. Hein. Là, c'est 10 dernières années. Donc, on ne vous parle pas d'un truc vieux d'il y a 40 ans, qui est complètement obsolète. On vous parle de maintenant. Et on a repris les critères prédominants qui ressortaient des différentes études. Et ensuite, on a pris un corpus. Et ce corpus, c'est quoi? Ce sont tous les manuels, tous les manuels qui ont demandé l'agrément depuis le décret de 2006. Ça fait à peu près 3000 manuels, qu'ils l'aient reçus ou non. De manière plus précise, on a consulté et analysé à peu près un peu plus de 800 manuels. Et de ces 800 manuels ont été tirés 132, des illustrations de 132 manuels. Pour vous expliquer un petit peu la méthodologie sur laquelle on reviendra encore un petit peu tout à l'heure. Et donc vraiment dans un objectif de développer son sens critique. Donc avec vraiment une partie, on voit souvent, donc ce qu'on voit malheureusement très souvent dans les manuels,
ce qu'on voit aussi dans les manuels et qui promeuvent l'égalité. Et alors, des parties qui sont un peu à méditer. Vous verrez, Déborah va vous expliquer un peu tout ça. Je vais d'ailleurs lui laisser la parole pour qu'elle puisse vous présenter les différents critères que nous avons sélectionnés pour cette publication. Alors, comme on vous l'a présenté tout à l'heure, un des premiers critères qui est abordé, c'est le critère quantitatif, c'est-à-dire la différence numérique de représentation des filles, des garçons, des hommes et des femmes. Ça, c'est la première grande section qui est consacrée dans la partie illustrative. La deuxième section concerne la représentation des enfants, que ce soit leur qualité ou défaut attribués selon le sexe, leur attitude face au travail scolaire. Il y a un gros chapitre qui est consacré sur comment les filles et les garçons sont représentés face au travail scolaire. Les caractéristiques au niveau des représentations vestimentaires et aussi les activités, que ce soit les jeux, les sports, mais aussi la participation aux tâches ménagères au sein de la famille à la maison. La troisième grande section concerne les adultes. Alors là, le premier chapitre concerne la relation d'un parent avec son enfant, que ce soit le bébé, le jeune enfant ou l'enfant un peu plus âgé. La représentation entre la sphère domestique et professionnelle, c'est-à-dire est-ce que les femmes et les hommes sont représentés de la même manière au niveau de la sphère domestique et professionnelle, et par qui sont assumées les tâches ménagères. Le troisième chapitre concerne les métiers, c'est-à-dire dans quel métier, quel type de métier sont représentés les femmes et les hommes. Et le quatrième chapitre, c'est la pratique des loisirs, avec notamment un chapitre intéressant sur qui lit le journal. La quatrième section concerne la représentation des femmes dans l'histoire et les actualités. Vous avez une présentation riche en ce sens juste à l'instant. La sixième section, c'est la place du féminin dans la syntaxe. Simplement, est-ce qu'on utilise le pronom « elle » ou est-ce qu'il est gommé? Et l'usage de la féminisation, je vous en parlerai. Et la dernière section, c'est une réflexion qu'on suscite pour promouvoir l'égalité. Est-ce qu'il vaut mieux insister sur la place des femmes au sein d'un chapitre spécifique, c'est-à-dire qu'on appuie la visibilité et la légitimité, ou est-ce qu'il vaut mieux adopter une approche transversale qui intègre le genre à tous les niveaux du manuel? Voilà les différents critères qui sont abordés et exemplifiés au sein de la brochure. Donc pour revenir un petit peu sur la question de la méthodologie, donc on situe vraiment dans le cadre du processus d'agrément. Donc le corpus de base reprend évidemment les 3000 manuels. 3000 manuels, c'est-à-dire toutes les matières, mais aussi tous les niveaux. Et donc ce sont des manuels qui ont été édités entre 1992 et 2011. Oui, il y a encore des manuels de 1992 qui circulent dans nos établissements scolaires. Et donc, vous avez 226 illustrations qui sont issues de 130 manuels. Alors, on vous l'a bien dit tout à l'heure, et on a mis un avertissement bien spécifique dans la publication, parce que les exemples qu'on présente permettent d'illustrer en fait les différentes représentations des femmes et des hommes, des filles et des garçons. Et en aucun cas, les exemples qui sont critiqués ou valorisés n'impliquent un jugement de valeur quant à la qualité pédagogique du manuel dont ils sont issus. Donc ça, c'est vraiment clair à dire. On ne s'est pas positionné à ce niveau-là. On s'est vraiment positionné sur la question de la représentation des deux sexes au sein des manuels. Alors, vous voyez le tableau suivant. On a choisi de répartir les exemples en plusieurs catégories. 2 catégories sont systématiquement représentées, à laquelle se rajoute parfois une 3e catégorie. La première catégorie qu'on a appelée « on voit souvent », illustrée par le pictogramme rouge, ce sont des exemples, ce sont des situations qui, en soi, prises isolément, ne sont pas problématiques. C'est la situation qu'on a eue tout à l'heure. C'est-à-dire, une image, une fois comme ça n'a aucun effet. Mais c'est le fait que ces images se répètent, se déclinent avec les mêmes caractéristiques. Et quand je dis qu'elles se répètent, ça veut dire que les enfants les voient souvent. Et surtout qu'il n'y ait pas d'équivalent de l'autre sexe, que ça en devient discriminant. La deuxième catégorie qu'on a appelée pour promouvoir l'égalité, avec le pictogramme vert, ce sont un ensemble de représentations qui concourent à une promotion de l'égalité en proposant une diversité des modèles.
Alors la troisième catégorie qui existe, qui est le pictogramme bleu, avec, bon, l'image n'est pas tout à fait nette, mais c'est un visage en forme de point d'interrogation, c'est la catégorie à méditer, qui invite à plus de réflexion. Nous en reparlerons après. Jusqu'à ce présent, on vous a présenté la genèse du projet, les objectifs, la méthodologie, et on a choisi ce matin de parcourir avec vous quelques exemples qui sont issus d'un sous-chapitre. Alors, on a choisi quelques illustrations, vous verrez, il y en a de nombreuses dans la brochure que vous pourrez examiner tout à l'heure. Et le chapitre qu'on a choisi, c'est la représentation des adultes. Alors, dans le tableau vert qui s'affiche, donc chaque sous-chapitre présente le constat dans le tableau vert et la recommandation qui permettrait de dépasser les situations problématiques. Donc, ce qu'on constate, c'est que les femmes sont majoritairement représentées dans la sphère domestique, alors que les hommes le sont dans la sphère professionnelle, que les femmes adultes sont principalement des mères, qui sont pleinement investies dans la vie familiale, leur vie professionnelle n'étant que rarement évoquée. Les hommes sont peu concernés par les tâches domestiques et familiales, et lorsqu'ils sont présentés en situation de tâches domestiques ou familiales, ils sont souvent représentés comme incapables ou tout à fait dépassés. Les femmes sont souvent présentées par leur lien de parenté, c'est ma mère, ma sœur, ma tante, tandis que les hommes sont présentés par leur statut social. Je vous propose maintenant de regarder et d'analyser une sélection d'exemples qui sont issus de ce chapitre. Alors, vous voyez ici des femmes qui font le ménage dans une grande variété de styles, le style sexy, le style misérabiliste. Et vous remarquez que souvent, dans les manuels, elles ont un air épanoui. Donc, c'est une activité qu'elles réalisent avec le sourire. Sauf la misérabiliste, je vous l'accorde. Dans l'exemple suivant, c'est un exemple qui est issu d'un manuel de néerlandais. Et c'est un exercice qui est à pratiquer en binôme. Donc, les élèves par deux doivent commenter ce qui est considéré comme un immeuble. Donc, vous avez l'immeuble au temps A qui doit être commenté par l'élève 1 et le même immeuble plus tard qui doit être commenté par l'élève 2. Ce qui donne, je vous l'ai parlé en néerlandais, je vous le fais en français, au rez-de-chaussée, je vois une femme qui fait la vaisselle tandis que l'homme se rase, ce à quoi l'autre répond, je vois une femme qui verse le café tandis qu'un monsieur prend le bain. Au premier étage, le premier élève dit « je vois un homme qui regarde la télévision », l'autre élève dit « je vois un homme qui lit le journal ». Au deuxième étage, le premier élève dit « je vois un homme qui sifflote » tandis que la femme repasse, et l'autre dit plus tard « l'homme dort » tandis que la femme range les vêtements dans la garde-robe. Donc si on fait une analyse de cette situation, on voit que les femmes sont systématiquement debout dans une activité ménagère, et les hommes sont debout, assis ou couchés. Ils prennent soin d'eux ou ils se détendent. Dans l'image suivante, on a une scène de famille. On voit un père qui se détend dans le canapé et une mère vient visiblement jeter un coup d'œil à la télévision, ce qui semble être indiqué par la cuillère qu'elle tient en main. Et vraisemblablement, elle a quitté la cuisine un instant pour voir l'émission de télévision. Alors, les images suivantes, je les trouve très intéressantes. Je vous les montre en deux fois, donc il y a 4 images. Ce sont des images qui sont issues d'un manuel de mathématiques de 5e primaire. Et je vais vous montrer 4 images qui sont des têtes de chapitre, qui illustrent la matière qui est exploitée et étudiée dans le chapitre qui suit. Donc, dans le chapitre 4, on étudie les nombres relatifs, et dans le chapitre 8, l'exploitation de données. Et dans les deux cas, on voit des hommes qui sont en situation professionnelle, ils portent le costume. L'un fait un calcul, une soustraction avec un ordinateur, tandis que l'autre fait une présentation vraisemblablement devant du public. Alors, si on prend l'image suivante, on voit 2 têtes de chapitre. On voit une femme qui utilise le calcul fractionnaire pour appliquer une recette de cuisine. Donc, elle est dans sa cuisine, elle porte le tablier. Tandis qu'à droite, c'est une jeune femme se sert des pourcentages pour calculer les réductions qu'elle peut espérer du prix d'une paire de chaussures. Donc, on voit que, d'une manière tout à fait, je ne veux pas dire anodine parce que je ne trouve pas ça anodin, mais il y a un traitement très différencié. Alors qu'on est dans un manuel de mathématiques, on a souvent l'impression que les manuels de mathématiques sont épargnés parce que ce sont des savoirs scientifiques, mais on voit qu'il y a tout à fait
moyen, je dirais, de se retrouver face à des stéréotypes qui sont quand même assez flagrants. Maintenant, nous allons passer dans la partie pour promouvoir l'égalité. Et donc, vous allez voir, il y a différentes manières qui sont utilisées par les éditeurs pour promouvoir l'égalité. Ici, c'est un manuel d'anglais qui représente 5 situations qui sont liées à des tâches ménagères. Il y a 3 hommes, un qui vide le lave-linge, un qui fait la vaisselle et un qui fait du nettoyage avec une ramassette et une balayette. Il y a 2 femmes, une femme qui fait des courses et une femme qui lave les vitres. Donc on voit ici des situations avec une mixité. Tout le monde participe aux tâches ménagères. Dans l'image suivante, je dirais que c'est plutôt l'option canadienne ou allemande, ou c'est l'option symétrie, c'est-à-dire dans une même image, on voit à la fois un homme et une femme dans une situation presque identique. Chacun fait une recette de cuisine, porte un tablier et sont occupés avec faire cette activité à la fois avec un garçon et avec une fille. Donc on voit que cette image a été spécialement étudiée pour être parfaitement égalitaire. Les 2 images suivantes, je dirais plutôt que, certains diront qu'il s'agit d'une inversion. Moi, je dirais plutôt que ça montre que les rôles sont interchangeables. C'est-à-dire que oui, une femme peut changer la roue de sa voiture, oui, un homme peut porter le tablier et cuisiner pour ses enfants. Maintenant, nous allons rentrer dans la 3e partie qu'on a appelée « À méditer ». Et je trouve que c'est un exemple vraiment très, très intéressant, parce qu'elle pose la question de la relation entre les concepteurs du manuel au niveau de la rédaction du contenu et au niveau des illustrations. Donc, je trouve que pour des maisons d'édition, c'est un exemple vraiment très intéressant. C'est un exemple où la personne qui a rédigé l'exercice s'est clairement penchée sur la question et interroge et propose aux élèves de se questionner sur les rôles et responsabilités des tâches ménagères et comment elles sont réparties dans la famille. Ce sont des questions, j'applaudis à 2 mains, c'est parfait. Mais lorsqu'on voit l'image qui illustre ce questionnement, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un homme dans une activité ménagère, mais qui est représenté de manière tellement caricaturale, absurde et ridicule, qu'elle opère l'effet inverse, c'est-à-dire qu'elle minore l'action positive qui est développée à droite. C'est pour ça qu'on l'a classée dans la partie à méditer. Dans les 2 images suivantes, on voit, je vous parlais d'incompétence, il s'agit de ça. Ici, c'est un homme qui nettoie et il affiche clairement son mécontentement. Voilà, nettoyer, non, c'est pas gai. Les femmes sourient, mais les hommes sont mécontents. On n'a pas foiré l'air très militante, mais on a été très honnête. On a recherché des images avec des hommes qui font la vaisselle avec le grand sourire. C'est des images qu'on n'a pas retrouvées. On n'a pas occulté des images. On a essayé de représenter de manière la plus diversifiée ce qu'on peut retrouver. Et ici à droite, vous voyez un jeune homme qui porte de la vaisselle et on s'attend à ce que tout n'arrive pas dans son meilleur état à destination. Voilà, nous arrivons vers la fin de notre présentation. Et donc, dans le cheminement de la rédaction de cet outil, on s'est dit que la lutte contre les représentations stéréotypées, c'est l'affaire de tous. Vous toutes et tous qui êtes ici, vous êtes concernés par les manuels, vous entretenez une relation particulière avec le manuel, soit vous faites partie de l'équipe de conception, vous rédigez, vous illustrez, vous éditez, soit vous faites partie de ceux qui conseillent, en tant que conseiller pédagogique, en tant que assumant des fonctions de direction d'école, ou bien vous êtes utilisateur ou utilisatrice, c'est-à-dire que vous choisissez les manuels, ou bien vous vous en inspirez pour concevoir des exercices vous-même. Énormément d'enseignants conçoivent leur propre exercice. Le manuel est un outil excellent, mais les enseignants conçoivent beaucoup de choses eux-mêmes. D'ailleurs, sur le site enseignement.be, on en retrouve énormément. Et donc, quelle que soit votre position, vous pouvez jouer un rôle pour promouvoir une représentation équilibrée des femmes et des hommes ou pour porter un regard critique. Et donc, notre brochure se clôture par 2 pages qui récapitulent la manière dont, selon votre place, vous pouvez agir dans cette problématique. Alors, cette dernière slide vous représente les différentes recommandations qui sont rédigées. Une conseille la représentation au niveau quantitatif, c'est-à-dire d'essayer d'atteindre plus ou moins une représentation numérique équilibrée entre les femmes et les hommes, qu'ils soient représentés dans des situations variées et que ça concerne les personnages secondaires ou les personnages principaux. Souvent, dans un manuel, il y a un personnage conducteur qui est un enfant ou un animal qui indique aux élèves ce qu'ils doivent faire. C'est un personnage qui accompagne l'enfant tout au long des apprentissages et ce serait dommage que ça soit systématiquement un garçon.
Alors, diversifier les représentations, les rôles et fonctions, activités des femmes et des hommes, qu'il s'agisse des enfants ou des adultes. En ce qui concerne les enfants, ce sont les jeux, qu'ils soient physiques ou intellectuels, que ça soit des jeux extérieurs ou intérieurs, quel que soit le rapport au travail scolaire. Vous verrez qu'il y a tout un chapitre où les garçons sont représentés tout à fait indifférents ou contraires au travail scolaire, ce qui renforce un stéréotype que les garçons sont dissipés tandis que les filles sont sérieuses. Une partie sur les qualités et les défauts et une partie sur les tenues vestimentaires. En ce qui concerne les adultes, on conseille de valoriser la participation des pères comme des mères aux soins des enfants et à des loisirs partagés entre les parents et les enfants. La représentation de femmes actives dans la vie professionnelle et des hommes impliqués dans la vie familiale et domestique. Représenter les femmes et les hommes dans des métiers diversifiés, c'est-à-dire pas cantonnés dans des métiers dits traditionnellement féminins ou masculins, c'est-à-dire qu'on retrouverait aussi des femmes dans des métiers techniques et des métiers scientifiques, et aussi des hommes dans des métiers qu'on appelle de la sollicitude, c'est-à-dire soins aux personnes ou accompagnement. Le terme « care » en anglais est plus parlant, mais il n'a pas d'équivalent en français. Alors, favoriser la diversité des modèles familiaux, ça je crois que ça ne nécessite pas d'explication complémentaire. Valoriser la présence des femmes dans l'histoire et les actualités, donc on vous l'a dit tout à l'heure, mentionner le rôle que les femmes ont occupé à toutes les époques, qu'elles ont réalisé des hauts faits en tant que rôle d'exception, ou qu'elles ont exercé un rôle de pouvoir, ou bien qu'elles ont fait partie d'un mouvement de revendication, ou même leur participation à la vie quotidienne. Alors, l'usage des contes traditionnels. Alors, soyons clairs, il ne s'agit absolument pas de recommander, d'éradiquer les contes traditionnels. Ils font partie de notre culture, c'est un patrimoine propre. Mais Bruno Bettelheim était le premier à dire que notre civilisation a retenu certains contes traditionnels, en a écarté d'autres, et que ces contes traditionnels sont souvent contraires à des modèles d'émancipation féminine. Donc, ne pas les éliminer, mais les questionner, c'est-à-dire susciter une réflexion positive et constructive à partir de ces modèles. Alors, féminiser la syntaxe. Dans la conjugaison, utiliser le pronom « elle ». Je vous invite à ouvrir un Becherel édition 2012, ou même bientôt 2013. Il n'y a pas un seul « elle » dans tout le Becherel. Féminiser les noms de métiers, les fonctions, les titres et les grades, et en particulier lorsqu'ils sont exercés par des femmes. Nous avons un décret en communauté française qui a près de 20 ans sur la féminisation. Alors, on vous l'a dit à plusieurs reprises, tout l'environnement social, médiatique des jeunes et des adultes, mais en particulier des jeunes, puisqu'il s'agit de ceux-là aujourd'hui, les confronte à des images qui sont inégalitaires en ce qui concerne les femmes et les hommes. Et donc, on a voulu que cet outil puisse servir aux enseignants pour qu'ils puissent s'appuyer sur ces analyses, pour sensibiliser les élèves et les encourager à développer leur esprit critique. Voilà, juste pour vous dire que dès la semaine prochaine, ce manuel sera diffusé. Il sera diffusé auprès de l'inspection scolaire, des conseillers pédagogiques, des maisons d'édition, des opérateurs de l'Institut de formation en cours de carrière, des écoles des devoirs, des écoles primaires et secondaires, des centres PMS, des hautes écoles et les sections pédagogiques, enfin dans les sections pédagogiques des hautes écoles, les universités et les sections CAPAS. Alors, vous pourrez le découvrir en sortant ici. Vous avez pu voir dans votre farde aussi un petit triptyque de présentation qui permet de commander gratuitement le manuel en à peu près autant d'exemplaires que nos moyens budgétaires nous le permettront, mais là, ça va. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.